NFT Business, c'est le podcast qui parle de tout l'écosystème Web3. Je suis Claudia Lemain et je présente ce podcast avec Benjamin Boutenspark, artiste et formateur Web3. Et si vous désirez nous soutenir, bien n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, à nous mettre 5 étoiles et un avis positif de préférence. Ça fait toute la différence. Et aujourd'hui, nous recevons Laurent Beignet, qui est rédacteur en chef à 20 minutes, le célèbre journal gratuit et quotidien que tous les Français connaissent bien. 20 minutes, c'est distribué dans 11 grandes villes de France et tiré à 800 000 exemplaires par jour, ce qui est considérable. Laurent, on te voit aujourd'hui pour la sortie d'un journal que j'ai entre les mains qui s'appelle 20 Mint, avec petit jeu de mots évidemment, 20 minutes, 20 Mint, le Mint c'est les NFT, on en parlera. Alors 20 Mint c'est un journal papier là que j'ai dans les mains, mais c'est aussi sur le web et c'est surtout la suite logique, ça a été construit grâce à un drop NFT dont on a beaucoup parlé aussi, sur lequel on va revenir maintenant. Donc Laurent, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous deux, merci Benjamin, merci Claudia, et puis ravi d'être avec vous, je dirais de l'autre côté du micro, puisque j'ai l'habitude plutôt de vous écouter que de parler avec vous. Merci. On est ravis de te compter à notre micro. Laurent, on plonge dans le vif du sujet tout de suite. Alors, 20 minutes, est-ce que le concept de ce média décentralisé, est-ce que tu penses vraiment, sincèrement, que c'est la suite logique, l'évolution normale des médias ? C'est l'évolution des médias que j'aime bien, mais je ne sais pas si c'est l'évolution logique. Et en fait, c'est justement parce que je ne suis pas persuadé qu'il y ait une logique dans tout ça que j'ai voulu peser de tout mon poids pour que collectivement, à 20 minutes et avec toute la communauté qui nous a suivis dans cette opération, on monte 20 minutes. Je m'explique. Je pense que les outils permettent de faire quelque chose de plus décentralisé aujourd'hui avec le Web3 qu'on ne pouvait le faire avant avec les outils précédents. Et pour nous, journalistes, c'est la promesse de pouvoir impliquer davantage notre lectorat dans la manière de construire des journaux. Et ça, évidemment, c'est très, très excitant. Vous êtes parti sur décentralisé, mais il y a peut-être beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi on parle de décentralisé, parce qu'en fait, il y a le grand public qui peut intervenir dans le journal, qui peut écrire pour 20 minutes. Bien sûr, donc le grand public peut-être pas, mais en tout cas une frange du public qui était déjà sensibilisée à cet univers qui était le Web3 et au NFT, puisqu'on leur a proposé de rentrer dans une forme de club d'amis de ce magazine, club dont la carte de membre était un NFT. On en a diffusé 999, on les a vendus. La vente nous a permis de financer le magazine et un petit peu plus, et puis surtout nous a permis de recruter ces fameux lecteurs ou amoureux de la marque, ou pour certains amoureux du Web3 qui ont découvert 20 minutes à cette occasion. Qui cherchaient une tribune. Complètement. Et qui cherchaient à mettre les mains dans le cambouis et à pouvoir construire un journal papier, ce qui peut sembler anachronique, on y reviendra peut-être, construire un journal papier à très grand tirage pour faire de la pédagogie massive. Et ça, c'est quelque chose qui nous excitait très fortement. Et je reviens du coup sur le fondement de cette pédagogie massive, c'est qu'effectivement, les outils existent, nous permettent d'être plus décentralisés, de nous coordonner davantage et de déléguer davantage à notre lectorat une partie de la production éditoriale, sans tout donner, mais on en reparlera sans doute. Mais c'est pas parce que les outils existent qu'ils seront utilisés. Et je pense qu'il y a besoin d'une prise de conscience des potentiels que renferment ces outils pour que collectivement on construise des entreprises, chacun dans nos secteurs, qui en tirent le plus grand profit. Donc, pour répondre à ta question, Claudia, qui est ultra pertinente, est-ce que c'est l'avenir ? Est-ce que c'est la suite logique ? Moi, j'ai envie de dire oui. Ces outils sont là, il y a bien des gens qui vont les utiliser. Est-ce qu'ils deviendront des outils majeurs et majoritaires dans les pratiques des différents médias ? Ça va pas se faire automatiquement. Alors, la pédagogie, pour ceux qui nous écoutent, donc c'est des articles sur le Web3 en général. Donc, il y a des articles sur la crypto, sur le Bitcoin, sur les NFT, bien sûr, sur la dépense énergétique, d'ailleurs, des réseaux blockchain, sur de la pédagogie sur un wallet, comment acheter un NFT. Il y a beaucoup de choses. Là, on est à plus de 20 pages. Et l'origine de cela, c'est effectivement des NFT que 999 personnes ont pu acheter et qui donnent un droit d'accès à la communauté, 20 Mint, et un droit d'accès à la possibilité d'écrire. C'est un article. Écrire ou donner son avis sur les sujets abordés. Mais c'était la question qu'on se posait dès le début. Et moi, j'étais frileux. Parce qu'on doit apprendre à se connaître avec une communauté. Et tout le monde ne sait pas écrire. Oui, tout le monde ne sait pas écrire. Je pressentais qu'il savait écrire, moi aussi bien que moi. Mais je ne savais pas à quel point il ferait les exigences d'un travail journalistique. Alors, dès le début, on leur a dit, nous, on ne délègue pas la plume.
Nous, on va nous aider, on va réfléchir collectivement parce qu'on sera plus intelligents ensemble, mais ce sont des journalistes encartés, salariés de 20 minutes, qui écriront ces articles. Et ça a d'ailleurs été le cas pour la majorité des articles dans ce magazine. Il n'empêche que, en travaillant avec eux, on a découvert que, d'abord, ils écrivaient très bien, que d'autre part, quand on veut faire de la pédagogie, demander à des gens qui, depuis 4-5 ans, sont dans cet univers-là, pour certains, et qui, à chaque repas de famille, doivent réexpliquer pourquoi ils ont ce faible pour des monnaies au nom ésotérique, pour des NFT avec des visuels de chiens, de chats, de poneys, j'en sais rien. On connaît ça, les repas de famille. Ouais. Donc on le fait les uns les autres quand on est dans cet univers-là, l'onboarding. Ça, moi, je le pressentais puisque je fais partie de la cible visée par cette vente de NFT. Moi aussi, je pratique et moi aussi, on me pose des questions régulièrement et j'ai plaisir à y répondre. L'idée était de leur proposer de le faire de manière massive et de pouvoir parler à 800 000 lecteurs d'un coup, voire plus, puisque les journaux passent de main en main. Et on se rend compte qu'effectivement, cette expertise qu'ils ont acquise au fil des discussions, au fil de cet onboarding généralisé, leur permet d'expliquer les choses plus simplement que je ne le ferais, plus simplement que notre équipe sans doute ne le ferait. Et donc on a commencé à se dire mais pourquoi on ne les laisserait pas faire davantage de choses? Et ils nous le réclamaient pour certains. Et donc ça se traduit dans le magazine par certains espaces écrits par la communauté. Vous verrez notamment, si vous avez l'occasion de feuilleter ce magazine en ligne, puisque maintenant les versions papier ont toutes été écoulées, vous verrez qu'il y a un glossaire. Il a été rédigé par les membres de la communauté. Ce sont 25 mots de jargon du Web3 qui ont été expliqués, des définitions écrites par la communauté et un vote parmi toutes les définitions écrites, là encore, effectué par la communauté. Donc on est quand même sur une logique très très horizontale. Ouais, fantastique, oui, je l'ai vu en ligne, il est déjà en ligne, cet article. Mais donc, en fait, ça s'est physiquement, concrètement, ça s'est manifesté comment? Vous organisez comment? Vous avez fait des réunions de rédaction? C'est pas simple, et puis surtout il faut dire une chose qui est un peu honteuse, je sais pas, mais on a utilisé les outils du Web 2 pour créer ce magazine Web 3, parce que aujourd'hui, si vous voulez avoir une certaine audience, construire une communauté, réussir votre drop de NFT, on en parlait tout à l'heure, Twitter par exemple, c'est un outil qui est très efficace. Alors on tape dans les articles sur les plateformes et sur leur cupidité parfois, en tout cas le fait qu'elles répartissent assez mal la richesse créée, mais on s'en sert et on en tire profit. Donc il faut aussi faire son mea culpa là-dessus. De la même façon, quand on veut organiser un comité de rédaction avec 800 personnes, mais ils ne viennent pas toutes, donc je dis 800 et pas 999, on a tout vendu, mais certains en ont acheté plusieurs. Et puis après je dis 800, mais en vrai, à l'intérieur, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté le NFT et qui ont considéré que c'était un crowdfunding et qui nous avaient déjà bien aidé en nous donnant l'équivalent de 280 € de l'époque pour monter ce magazine. On était en avril, entre-temps, on sait que les cryptos ont bien baissé. Et puis, à l'intérieur, il y a des gens qui voulaient aller davantage dans le projet et qui nous ont donc demandé où est-ce qu'ils pouvaient se rendre et comment on pouvait faire pour travailler ensemble. Et ça s'est traduit par la création d'un channel privé sur Discord. Donc on avait déjà un Discord et on avait un channel réservé aux détenteurs. Juste avant de développer ce point avec les réseaux sociaux, j'aimerais revenir sur les 999 NFT. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi un moyen de lever de l'argent. Tu parlais de crowdfunding. Donc pour les marques qui nous écoutent, de préfinancer effectivement ton projet. Donc tu émets 999 NFT à l'époque à 0.2 Ether, j'imagine quelque chose comme ça qui faisait 0.1. 0.1, donc ça faisait donc 250 €, bref. Et effectivement, donc les gens pouvaient soit acheter et laisser le NFT dans leur wallet tranquillement, comme ça au moins vous aviez un petit peu d'argent pour commencer, ou alors avec ce NFT le mettre en avant et dire j'ai le droit de rentrer dans un réseau social, de faire partie de la communauté et de réfléchir à cet objet 20 mint. De co-construire le contenu avec vous. Co-construire. Ouais. Et donc il y en a qui en ont acheté plusieurs, puisque tu me dis que sur 999 NFT, il y a 800 propriétaires. Donc clairement, il y en a qui en ont acheté plus. Donc ça, c'est la base. Au départ, le NFT avait un visuel de machine à écrire. Donc c'était le symbole, évidemment, du journaliste. Et on pouvait l'acheter sur OpenSea, tout simplement, où il y avait un mint, il y avait un site de mint. Non, on a fait un smart contract sur Ethereum qui nous permettait d'avoir ce premier mint depuis notre site 20 mint XYZ. Et ensuite, le marché secondaire est principalement sur OpenSea, puisqu'il y a des gens qui en ont acheté plusieurs, sans doute dans un but spéculatif. Il y en a d'autres qui en ont acheté plusieurs, à commencer par moi qui en ai acheté 16 parce qu'ils voulaient soutenir le projet. Moi, c'était pour
parce que j'avais peur de perdre la face et d'en vendre 0, donc je me suis dit j'en vendrai au moins 16, ça me soulagera. mais effectivement, c'est la démarche. Il y a aussi, important que tu dis ça, il y a aussi des gens qui, il n'y a pas que des vilains spéculateurs, j'allais dire, il y a des gens qui achètent 3 NFT, qui en revendent 1 ou 2, mais qui en gardent 1 pour participer. Donc il y a un triple phénomène. Enfin, bon. Mais je reviens sur ma première question, qui est, est-ce que c'est la suite logique de l'évolution des médias ? Là, on a un modèle qui engage la communauté, qui lui permet de co-créer et de participer à la construction du contenu et à la réflexion. Mais en plus, la communauté préfinance. Et donc ça change le business model de la presse. Puisqu'avant, on produisait du contenu, on payait tout le monde, et puis on allait chercher des annonceurs. Et on sait qu'aujourd'hui, ce modèle-là, il est plus difficile. Donc quelque part aujourd'hui, je repose ma question, est-ce que ce modèle de préfinancement, c'est une bonne alternative pour toi ? C'est une bonne alternative, mais je ne suis pas persuadé qu'il soit réellement novateur. Le modèle de préfinancement, on va le retrouver à la fin du 19e siècle sur certains lancements de journaux grand public. On va le retrouver tout au long de l'histoire de la presse. Si tu regardes le premier Libé, celui des années 70, je crois qu'il est financé de cette manière. On a en fait une longue tradition qui est une tradition de s'adresser à une partie d'un lectorat supposé en leur disant vous n'avez pas le journal qui correspond à vos attentes, est-ce que vous êtes prêt à mettre au porte-monnaie pour que ce journal voit le jour, à charge pour lui ensuite de trouver les moyens de sa propre existence par de la vente au numéro, par de la vente de pub, souvent les deux combinés. Ce que vient apporter le Web3, c'est un des outils très concrets pour repenser le lien communautaire avec ces personnes qui souscrivent. Puisqu'avant on souscrivait, au mieux on faisait partie d'une association des amis de tel quotidien, et puis on était réunis tous les 6 mois pour une bonne bouffe ou pour venir enregistrer des décisions qui étaient prises par les cadres de ces entreprises. Nous, ce sur quoi on veut travailler, c'est une délégation plus forte d'autorité vers les gens qui non seulement nous ont financés, mais nous aident à construire ces magazines. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, parce que les structures en elles-mêmes capitalistiques, les structures de marque, elles sont ultra centralisées. 20 minutes, c'est une marque qui s'est construite avec des levées de fonds, des actionnaires qui nous soutiennent depuis des années. C'est un travail énorme, donc il s'agit pas de dire vous avez investi 250 € via l'achat d'un NFT, maintenant vous êtes actionnaire de 20 minutes. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En revanche, ce qu'on construit avec 20 minutes, c'est un laboratoire pour comprendre comment on peut déléguer via notamment ce qu'on appelle les DAO, qui est l'étape d'après pour nous, donc des organisations autonomes décentralisées qui fonctionnent comme finalement des votes en ligne avec des jetons qui permettent aux gens qui sont partie prenante du projet de voter pour telle ou telle décision, de les proposer, d'être rémunérés pour un certain nombre de tâches, toujours dans cette monnaie de gouvernance, et de devenir petit à petit les partenaires les plus impliqués d'un projet. Ça, c'est l'objet qu'on a en tête. Mais pour répondre à ta question sur la logique, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui s'écrit sur le temps long, Web 3, Web 2, Web 1 ou quoi que ce soit, qui est cette espèce de fin des tours Eiffel. Donc c'est Michel Serres qui parlait de ça, mon précédent président en parlait très souvent. Il avait raison, c'est fini l'ère de l'ORTF avec ses grandes antennes. Si on réfléchit à la tour Eiffel chez nous, c'est finalement une grande antenne qui diffuse, et puis vous êtes réceptacle passif de cette information qui vient d'en haut. Ça ne marche plus. Donc oui, je pense que la logique, c'est la décentralisation, c'est la co-création des médias. Et la confiance. Établir ce lien de confiance, complètement, Claudia, tu vois, c'est le nœud de tout ça. Et c'est intéressant d'ailleurs qu'on parle de confiance, parce que je pense que c'est la promesse trahie du Web 2. Moi j'ai des souvenirs d'avoir participé, voire même animé des conférences autour de la question de la confiance. Je me rappelle de cette chercheuse, Rachel Botsman, j'espère que je n'écorche pas son nom, mais qui expliquait que la confiance c'était le carburant ou la monnaie du Web 2, qu'en fait avec la notation, on avait la possibilité de faire confiance à des inconnus. Je pense que d'abord, ça ne va pas suffisamment loin. Deuxièmement, la notation, on en connaît les dérives potentielles et aussi la faible fiabilité. Et puis au final, on s'est retrouvés les uns les autres à avoir une société dans laquelle on se note, mais où on ne va pas dans la finesse des évaluations. Soit on fait confiance finalement à 305 étoiles sur un restaurant ou sur un lieu de villégiature sans vraiment chercher à en savoir davantage. Le Web3 va beaucoup plus loin dans cette logique. Le Web3 permet de ne pas avoir
à faire confiance. Et ça, c'est quand même, on est dans un renversement complet de la logique. On n'a plus besoin de faire confiance. C'est l'organisation qui crée la confiance. Exactement. Oui, c'est l'horizontalité. Et c'est la gestion par la blockchain, c'est-à-dire la gestion par des tokens, comme tu disais, qui inspire la confiance. Mais je trouve que ton projet arrive à point nommé. Au bon moment. Point nommé. J'allais dire au bon moment. Voilà, au bon moment. Pourquoi ? Parce que on se rend compte quand même que pendant le Covid, il y a eu une grande perte de confiance dans les médias. Alors moi, je ne parle pas de 20 minutes ici, je parle des médias en général avec un grand M. Les gens ont perdu confiance parce que ils ont quand même eu des gros tics qui étaient choquants en se disant tiens, c'est bizarre, ça sonne pas juste, hein, ça colle pas à ma réalité. Et on voit émerger des gens comme Hugo Décrypte, qui lui, et d'ailleurs il y avait un post sur LinkedIn aujourd'hui qui disait je ne trahirai pas votre confiance, parce qu'il y a il a fait l'objet d'un article dans le Times, dans le New York Times. Dans le New York Times, et donc il répète en terminant son post je ne trahirai pas votre confiance, et quand tu l'écoutes régulièrement sur ces médias, il dit je ne trahirai pas votre confiance. Et ça, mais c'est un message tellement fort. Et donc, à un moment donné, tu vois émerger des médias comme ça, et comme 20 Minutes, qui en fait, c'est un nouveau modèle, ça sort, et puis tu te rends compte qu'il y a une effervescence, un succès incroyable, d'ailleurs auquel vous n'étiez même pas préparé, je pense. Non, effectivement. Voilà. Et donc, on se rend compte à quel point, aujourd'hui, les gens ont besoin d'avoir confiance dans ce qu'ils consultent. Et je trouve que le modèle que vous avez sorti est un modèle qui répond à ce besoin, puisque ce n'est pas toi, Laurent, ou vous, les rédacteurs en chef, qui décidez seuls, de façon isolée, parfois déconnectée d'une réalité du terrain, de ce que vous allez mettre dans votre Mac, mais c'est la collaboration et la collégialité. En fait, ce que tu dis, Claudia, ça s'appuie sur 2 réseaux sociaux dont tu as parlé, Twitter et Discord, et je crois même principalement Discord, qui sont effectivement, j'y avais pas pensé, des médias du Web 2, typiquement, des réseaux sociaux du temps passé. Discord, c'est un média qu'on considère Web 3, non ? En tout cas, son fonctionnement est absolument pas décentralisé. Voilà, de ce que j'en observe sur les points qui, moi, m'intéressent, notamment les points de gouvernance. Je trouve qu'il y a encore un certain nombre de règles qui sont fixées par l'émetteur, et j'aimerais avoir des outils qui nous permettent de nous affranchir des règles des autres. Tu vois. Oui, et puis, moi, j'ajoute Twitch dans la liste des outils qu'on utilise aussi. Beaucoup. Okay. Et je fais le même constat. Je veux dire, tu vois, j'aime beaucoup Twitch, ça me permet d'entretenir un lien avec la communauté qu'on n'avait pas jusqu'à présent, puisqu'on a une tradition de live chez nous. 20 minutes, on est réputé pour nos lives texte, puis nos lives sur les différents réseaux sociaux. Il y a des gens dans cette équipe que j'ai la chance de côtoyer au quotidien qui font des choses merveilleuses sur les lives. Je trouve que Twitch apporte en plus cette couche de réaction directe avec la communauté, de lien direct avec la communauté qui nous manquait. Après, j'ai un exemple très concret. Un sub sur Twitch, ça nous rapporte quasiment rien. Donc quelqu'un qui va verser 4 € pour soutenir la chaîne va surtout verser de l'argent à Twitch et donc à Amazon. Alors sans doute pour rémunérer tout le travail de construction des communautés qu'a fait Twitch, l'infrastructure technologique et tout ça. Il faut que tout le monde puisse en vivre. Il n'empêche qu'on pourrait les uns les autres questionner la répartition de la valeur sur ce genre de choses. Et donc, on a l'intention les uns les autres de continuer à utiliser ces outils parce qu'ils sont incontournables, mais sans doute également de bâtir des espaces sur lesquels on peut discuter en direct avec notre communauté, leur réserver des espaces. C'est ce qu'on appelle les token gated sections. Beaucoup de médias réfléchissent à implémenter ça. Donc c'est une partie d'un site qui n'est ouverte qu'aux personnes qui possèdent par exemple un jeton ou un NFT. Nous en l'occurrence on a développé non pas sur le site 20minutes.fr, c'est trop gros, c'est le navire amiral, mais sur notre site 20minutes.xyz cette section qui est réservée aux personnes qui détiennent le jeton et qui leur donne accès à des contenus spécifiques ou surtout à toutes les mécaniques de vote et d'interaction qu'on réserve aux gens qui ont soutenu le projet. Et ça, c'est important pour nous. Alors donc attends, tu nous parles, alors il y a 2 types de tokens, on est d'accord. Il y a le fameux token non fongible, le NFT, la machine, qui a été symbolisé par la machine à écrire, qu'on a pu acheter, il y en avait 999, et ça permet de participer à la communauté, de peut-être même participer à l'écriture des certains articles. Et tu nous dis il y a un autre token. Non, c'est le même. C'est le même, mais il y a un autre site. C'est un autre site. C'était mal formulé de ma part, excuse-moi, mais c'est le magazine s'est construit essentiellement avec Discord, donc un outil dont on a dressé un certain nombre de limites, mais qui est aussi un outil merveilleux. Je ne peux pas cracher dans la soupe. Tu peux peut-être rappeler Discord, il y a plein de channels. L'intérêt de Discord, c'est on ouvre structuré par des. Et vous n'aviez pas de channel au départ. C'est un channel qui a été créé pour ce projet.
à l'intérieur de notre serveur Discord, on a commencé par agréger tout le monde, puisqu'il n'y avait pas encore de machines à écrire vendues, sur un projet, en leur disant voilà ce qu'on a envie de faire. Et donc, le partenaire qui est Capsule Corp Labs, qui nous a aidé à construire tout ça, a monté différentes chaînes pour créer de l'émulation dans la communauté, donc beaucoup de jeux, parce que ça passe beaucoup par là, des énigmes, et puis des interactions quotidiennes. C'est aussi simple que de venir le matin, quand je me réveille, je vais faire un petit coucou à la communauté, on parle d'un peu tout et n'importe quoi, il y a un membre de la communauté qui s'est mis à faire un petit bulletin matinal d'information qui est super bien foutu, bien écrit. C'est des choses qui sont spontanées, et nous on est invités aussi de ce propre Discord. Certes, grâce à Capsule Corp, on a eu la création de ce Discord, mais aujourd'hui on se trouve invité comme d'autres, même si on en assure la modération sur ce serveur. Et puis quand les machines ont été vendues, on a pu créer des sections à l'intérieur du serveur réservées aux détenteurs du jeton. Grâce à un bot sur Discord qui vient vérifier que vous avez dans un petit robot qui vérifie que vous avez dans votre portefeuille numérique le fameux NFT. Donc il faut connecter son wallet au Discord. Exactement, montrer patte blanche. Une fois et puis après c'est bon. Et oui, c'est ça. C'est à chaque fois on explique à tout le monde que le wallet c'est la pierre angulaire du Web3 et qu'il va il va falloir à chaque fois connecter son wallet sur tous les sites web pour que le site web vous identifie, reconnaisse vos NFT, etc. Exactement. Et on veut reproduire ce fonctionnement sur un channel privé. On veut le reproduire sur notre site qui était le site de Mint dont on parlait tout à l'heure. Le site où se sont rendus les gens pour acheter la machine à écrire dans un premier temps. Ce site existe toujours. Il se trouve que technologiquement, évidemment, c'est un site beaucoup plus limité. On peut expérimenter beaucoup plus de choses. Il se trouve que c'est toujours le même partenaire, Capsule Corp, qui le gère et qui est très fort techniquement. Et donc, qui nous a permis d'expérimenter une nouvelle section à l'intérieur de ce site, section qui est entièrement réservée aux détenteurs de la machine. Fantastique. Ok, section qui permet donc, dont tu parles, peut-être d'amener vers la DAO, la fameuse... C'est notre souhait. L'idée, voilà, c'est ça l'idée, pour expliquer brièvement, mais on en a parlé souvent, nous, dans ce podcast. Decentralized Autonomous Organization, c'est une association d'individus qui est régie par du code, en fait, qui est régie surtout par l'obtention de tokens sur la blockchain, et on définit des règles de vote. Chacun avec un token peut voter, soumettre des propositions à la communauté, les accepter ou pas, etc. J'ai une petite question. Vu le succès rencontré, auquel vous n'étiez pas préparé, est-ce que ce projet va évoluer avec de nouveaux jetons mis en vente ? Alors moi, je ne souhaite pas remettre en vente des jetons pour obtenir le même résultat. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire payer chaque numéro à 1000 personnes 280 €. On a un journal gratuit depuis 20 ans, site d'information gratuit depuis 20 ans, et c'est pas un accident ou c'est pas une opportunité business que d'avoir fait un journal gratuit. C'est une intention citoyenne ancrée à la fois c'est une posture chez les fondateurs, chez les actionnaires, et puis pour autant que je puisse en répondre, chez chacun des membres de cette boîte. Il se trouve que moi, je me lève le matin pour faire un journal gratuit, délivrer de l'information gratuitement à des gens qui n'ont pas nécessairement le réflexe d'en acheter ou même les moyens d'en acheter. Donc ça, c'est hyper important qu'on garde une mission de vie. Oui, complètement. Je pense que pour beaucoup de personnes qui sont venues à 20 minutes, oui, c'est l'élément qui nous a rassemblés. Après, il y a des carrières, il y a autant de profils que de carrières, mais en tout cas, on est nombreux à partager cette mission et on la partage avec beaucoup de nos lecteurs. Voilà. J'ai la chance de faire une tournée de conférences depuis la sortie de 20 minutes. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un lecteur qui m'a dit qu'il avait appris à lire en arrivant en France grâce à 20 minutes. C'est quelque chose qui vous donne la chair de poule. Tu sais pourquoi tu te lèves. Ouais, et quand il vous dit du coup j'ai acheté la machine à écrire parce que c'est une manière de rendre, et ben voilà, c'est une raison pour laquelle quelqu'un était prêt à mettre autant d'argent dans une machine à écrire. Et puis chacun a une bonne raison pour le faire. Et certains, je le redis, n'étaient pas des lecteurs de 20 minutes. On me demande encore aujourd'hui, mes 20 minutes, où est-ce qu'on peut l'acheter ? Il y a de tout dans cette communauté. Et c'est ça qui est merveilleux aussi pour la marque 20 minutes, c'est qu'on recrute des nouveaux partenaires, des nouveaux lecteurs. Dans le long, on espère. Et je t'ai coupé la parole, je te demandais si vous alliez rééditer des tokens. Donc je ne pense pas qu'on va rééditer des tokens pour un magazine. En revanche, on distribue des tokens. Et on en distribue à chaque fois que ça nous semble intéressant pour expérimenter des nouvelles choses. Un airdrop. Alors un airdrop, même si techniquement on ne l'a pas encore expérimenté tel quel, mais bon, c'est encore des mécaniques un peu pour nous
encore un peu labo, quoi. Mais rappelons que le airdrop, c'est la possibilité de déposer des NFT gratuits dans les wallets des personnes. Exactement. Nous, on a plutôt tendance à être encore dans une démarche un peu artisanale où on fait des tirages au sort, où on attribue pour récompense de telle ou telle action des NFT à des gens qui, du coup, vont nous donner de nouveau leur adresse Ethereum. On n'a rien gardé, on n'a aucun fichier, on ne souhaite pas connaître grand-chose sur nos... c'est le principe du Web3. Voilà. Que vous collectez pas la data. Voilà, vous collectez pas. On collecte pas la data, mais en revanche, c'est 1000 personnes. Alors c'est un peu plus que le nombre de Dunbar, mais c'est quand même pas très loin de ce qu'on peut rencontrer les uns les autres dans la vraie vie. Donc moi, une communauté, une grande famille. J'en connais maintenant beaucoup. Oui, et puis en général, si j'ai acheté de machine à écrire, si j'ai co-créé le contenu avec toi, je suis d'accord que tu exploites ma data parce que je sais que tu ne vas pas abuser de la situation, que tu sais qui je suis, que tu connais mes besoins, que tu... Je suis plutôt de cet avis-là, mais ça va toujours mieux en exprimant clairement le consentement, et quel que soit d'ailleurs le sujet. Pour nous, le consentement est vraiment un élément majeur du débat public aujourd'hui, et il l'est aussi dans les parcours les parcours numériques, quoi. Donc il faut que le consentement soit exprimé de manière explicite, même si implicitement on pourrait effectivement imaginer que membres d'une communauté qui leur a coûté une certaine somme à l'entrée, ils soient ok pour qu'on leur donne des choses en plus. Mais même pour des choses en plus, on leur redemande leur autorisation. Mais en tout cas, ce qu'on leur donne, par exemple, c'est ok, vous nous avez aidé sur ce projet. Vous venez sur Twitch maintenant nous aider à interviewer telle ou telle personne de manière collaborative pour construire toujours ce contenu. Bon, ça a quand même une valeur, ça nous aide à construire, à continuer à rayonner. Donc ça mérite petite trace, petite récompense. Et puis comme on a réuni des gens qui aiment bien les NFT, souvent ils sont contents aussi quand on leur donne des NFT. Donc avec Carlos Diaz, le patron et fondateur d'Uncut, on a expérimenté quelque chose que je vous encourage, parce que c'est à la base pour les podcasts que je vous encourage aussi à tester, qui consiste à distribuer à chacune de nos émissions quelques NFT qui donnent une fois de plus accès à des contenus exclusifs, à une section qui pour l'instant n'est pas très remplie, je dois le reconnaître. Parce que derrière tout ça, il y a du temps. Et il faut du temps pour avancer. Et il nous manque du temps, tout va très vite et on n'a pas beaucoup de ressources temps. Donc, surtout dans le Web3. Ah oui, tout va très, très vite. Cette première édition, je vois, elle est datée du jeudi 16 juin 2022. On sait déjà à quand sera le prochain numéro, non ? On ne le sait pas parce que donc on va pas rééditer de jetons pour le financer. Donc comment on va le financer ? On va le financer avec de la publicité comme on le fait nous 20 minutes depuis très longtemps. Cette publicité, on va la gérer de la manière la plus transparente possible avec notre communauté. Voilà, il y avait 2 pages de pub dans ce premier numéro. Il en faut un petit peu plus pour obtenir l'équilibre sur un numéro papier avec ce tirage-là. C'est quand même une opération qui coûte cher, c'est une opération industrielle, mais il y a une régie à 20 minutes, un département commercial pour être plus précis, qui travaille très très bien. Et donc il faut leur laisser le temps de trouver ces fameux annonceurs et puis de financer tout ça. Et puis, ça c'est la partie business, et c'est pour ça que je vous en parle, on est aussi là pour parler de business, mais aussi une partie édito. Il faut que le numéro 2, ça soit de nouveau quelque chose qui apporte beaucoup d'eau au moulin du Web3. Il faut que ça soit bénéfique, évidemment, pour les lecteurs grand public qui ne connaissent pas le Web3, donc qui continuent à apprendre des choses. Et il faut qu'il soit bénéfique pour l'écosystème. Nous, c'est les 2 éléments qu'on veut systématiquement faire marcher de pair. Qu'on a des idées, on les réserve, on réserve les annonces et les propositions à notre communauté. Il faudra que la communauté adhère à ces idées et qu'on continue ensemble à travailler. Parce que s'il n'y avait que la rédaction de 20 minutes pour faire ce magazine, ça restera un magazine finalement assez classique sur une thématique qui n'est peut-être pas, mais ça restera un magazine assez classique. On ne veut pas que ça soit classique. Et puis c'est le problème des rédactions aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec d'excellents journalistes, mais qui ne sont pas des experts Web3. Et donc aujourd'hui, nous on est confrontés à ça en Belgique, on a été approchés par un média qui nous a dit, mais on a des très très bons journalistes, mais ils ont besoin d'être challengés sur la réflexion, sur l'angle, sur la qualité des intervenants, des interviewés. Et donc ils sont venus nous chercher. Et on s'est dit, c'est le monde à l'envers en fait. Et pourtant c'est cohérent, parce que finalement tu vas chercher des experts qui ont du réseau, de la connaissance, mais qui n'ont pas forcément la qualité écrite du journaliste. Et donc c'est l'association de compétences, et moi j'aime beaucoup ça, et je trouve que c'est très Web3, l'intelligence collaborative. Il faut dire que 20 minutes, nous qui sommes déjà depuis presque 2 ans dans le Web3 avec Claudia, on lit beaucoup de choses. Vous avez été
parmi les premiers articles de presse, enfin le premier éditeur de presse à interroger la communauté. Moi je me souviens avoir reçu des appels aussi de journalistes de 20 minutes il y a déjà 1 an et demi qui s'interrogeaient beaucoup sur les artistes, les crypto-artistes, le vol d'ailleurs, enfin le plagiat, la copie d'œuvres d'art sur OpenSea. J'avais répondu d'ailleurs à une journaliste dont le nom m'échappe maintenant. Sans doute Laure Baudonnet, qui est une grande experte de ces sujets-là et qui était pionnière et qui nous a permis de monter ce magazine. En fait, elle a écrit évidemment Laure Baudonnet dans ce magazine, on en est ravis. Elle est très sollicitée, elle a beaucoup de travail, donc elle n'a pas écrit tout le magazine non plus, évidemment, mais elle a écrit quelques-uns des sujets les plus intéressants de ce magazine. Et puis elle avait lancé une vente aux enchères d'un premier numéro de 20 minutes. C'était en mars dernier, mars 21 ou avril 21. Alors c'était même, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était le début de l'opération, c'était sans doute en mars, mais ça s'est fini plutôt en septembre, la vente aux enchères. Okay. Et c'était la vente d'un numéro qui n'avait jamais été diffusé et qu'on a vendu au marteau grâce à son initiative. Et elle s'est heurtée, et c'était l'objet de son initiative éditoriale, aux limites du droit de l'époque, qui évoluait depuis, mais qui empêchait de faire une vente au marteau d'un actif numérique. Donc on a vendu une plaque d'impression. Pour reprendre ton expression, Claudia, c'était vraiment là le monde qui marche à l'envers, puisque on n'avait jamais imprimé ce numéro, on voulait le vendre sous forme numérique, et pour pouvoir le vendre sous forme numérique, il a fallu qu'on fasse une fausse plaque d'impression qu'on a vendue aux enchères, et c'est comme ça qu'on a pu contourner un petit peu avec l'œil bienveillant du régulateur la législation en place. Et ça avait rapporté un petit peu d'argent pour une association à l'époque, et on s'est dit, fort de cette expérience-là, qu'on allait faire autrement sur les opérations d'après, en tirant profit notamment de l'expérience accumulée par Laure. On s'est dit qu'on allait pouvoir monter notamment des cartes. C'était plus simple de vendre des cartes de membres que de vendre un numéro, parce qu'il y a des enjeux autour du droit d'auteur. Je sais que vous l'évoquez régulièrement, mais vendre un numéro en tant que tel, ça veut dire intéresser au droit de suite une bonne partie des parties prenantes. Donc évidemment nos journalistes avec qui on pourrait facilement signer un contrat de droit d'auteur s'ils y trouvent leur intérêt, mais également les personnes qui fournissent les photos, photographes qui peuvent travailler pour des agences tierces, les artistes évidemment. Bref, on se retrouve à avoir une sorte de boule de neige juridique très complexe à manœuvrer, et en faisant ce petit pas de côté en se disant non, on ne vend pas les journaux, nous on vend un accès à un club qui a une vocation, c'est d'éditer des journaux, c'est pas pareil. Exactement, mais vous avez été sur la balle très très tôt sur le Web 3, c'est ce que Benjamin voulait dire. On essaye d'être... Il y a 1 an et demi, c'était il y a un siècle. Et c'était il y a très longtemps dans ce monde-là. On a un ami belge qui dit une année dans le Web3, c'est des années chiens. C'est comme 7 ans. C'est comme 7 ans. Non, mais à l'époque, effectivement, déjà, Laure Baudonnet et 20 minutes en général parlaient pas mal du Web3 et de manière assez honnête, il faut dire, en voyant les points positifs et négatifs. Et on peut dire que pour avoir parcouru un petit peu 20 minutes aussi, je vois qu'il y a une volonté d'être neutre en disant il y a des aspects positifs du Web3, mais il faut surveiller aussi les choses négatives qui peuvent se passer, etc. Donc il y a une volonté d'être un peu impartial, de ne pas être béat devant cette technologie, et je trouve que c'est bien parce que nous on est effectivement favorable à cette technologie, mais à chaque fois on dit il y a aussi des colonnes négatives, il faut surveiller ça, il ne faut pas faire n'importe quoi, notamment en termes de sécurité aussi. Bon. Est-ce que votre mission c'est de développer la pensée critique, que chacun puisse prendre position Complètement, c'est de développer le débat public autour de ces questions-là. Il n'y aura pas de bon débat public sans pensée critique partagée, en tout cas répandue très largement, et c'est pour nous indispensable. En fait, moi je ne suis pas un zélote du Web3, je suis un utilisateur heureux et passionné, mais j'ai aussi mes propres appréhensions sur tout ça, mais surtout, on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure finalement. Il y a une suite logique. C'est la logique pour nous parce qu'on est animé de bonnes intentions, qu'on a envie de voir ces outils pleins de promesses prendre le pouvoir, ou en tout cas nous permettre aux uns aux autres de nous émanciper d'un certain nombre de tutelles. Mais ça va pas se faire tout seul. C'est pas parce que les outils existent qu'ils seront pas dévoyés. C'est pas parce que les outils existent que les entreprises qui les utiliseront seront en position majoritaire demain et pourront imposer un univers numérique plus égalitaire. Moi, c'est une des choses qui m'intéresse, et
anarchique au sens sans pouvoir au-dessus de nous, ce qui ne veut pas dire, c'est pas l'anomie, hein. Il y aura évidemment des règles, mais il n'y a personne qui nous imposera un partage unique ou ce genre de choses. Donc on le voit tout de suite sur des enjeux philosophiques, sociétaux, et on est très loin de la mécanique même du Web3. Il faut sans doute expliquer et continuer à expliquer ce qu'est une blockchain, continuer à expliquer ce qu'apporte technologiquement et techniquement un NFT. Mais le plus intéressant pour nous, journal citoyen, c'est de parler des usages et de parler des possibilités qu'offrent ces nouveaux outils. Et aussi de l'impact que la technologie peut avoir sur les gens, et que la technologie ne nous enlève pas notre axe du bien et du mal. On parlait tout à l'heure de ce qui se passe dans les métaverses, par exemple. C'est un article que tu as lu qui parlait de... Il y a très peu de femmes dans les métaverses, et... le journaliste qui écrivait disait une femme dans le métaverse aujourd'hui, c'est comme une femme en mini-jupe à Harlem, dans les rues de Harlem. Pourquoi ? Parce que les gens sont des avatars et donc tout est permis et qu'il y a très peu de femmes représentées, d'abord dans le milieu du Web3 et dans la technologie et dans les métaverses. Et très peu de visiteurs et pas de police. Et pas de police, pas de règles. En fait, Et donc finalement, est-ce que c'est pas notre responsabilité à nous, médias, de créer les lois ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait bouger la société ? Il y a 3 piliers. Il y a les États, les politiques. On sait qu'ils ne sont pas pro-Web3. Ils veulent légiférer un truc qu'ils ne comprennent pas, en gros. C'est un petit résumé, mais en gros. Il y a tout le milieu des startups. Et bon, ça bouge très très vite, mais ça part dans tous les sens. Parce qu'on avance plus vite que la régulation. Et puis il y a les médias. Et quel est le rôle des médias dans la construction du monde ? D'abord, développer la pensée critique, mais aussi montrer la route, montrer le chemin. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, et je me sens investie, tu vois, je me redresse quand je parle de ça, les gens ne me voient pas, mais je me redresse. Je confirme. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a un grand chemin à parcourir sur ouvrir la voie et montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui sera notre norme dans le monde de demain, parce que finalement, on est tous reliés ici par les valeurs de la blockchain, qui sont l'intelligence collaborative, la transparence, le pouvoir à tous, la confiance, mais finalement la technologie, on en fait un peu ce qu'on veut. Je suis entièrement d'accord. Et tu vois, tu parlais des normes. En fait, moi, je rencontre essentiellement des ingénieurs dans le cadre de ma plongée de plus en plus profonde dans le monde du Web3, ou des gens qui ont ce background technologique. Et pour eux, la norme, elle vient quand même souvent du code. Et la réponse, tu parlais tout à l'heure des risques, par exemple, dans les métavers. La réponse un peu systématique des promoteurs de ces métavers, je leur en veux pas du tout, mais c'est d'imaginer des mécaniques codées dans le logiciel même qui permettent de protéger les utilisateurs. Ça va être la fameuse distance de sécurité sur Horizon Worlds ou à l'époque sur KeyVR, le geste qui permet de repousser l'assaillant éventuel et de ne pas reproduire ne pas reproduire de gestes inconsidérés. Tout ça, c'est une approche qui mérite d'exister et qui doit être développée, faite de la manière la plus intelligente possible et tout ça, mais c'est pas la seule approche. Moi, je pense qu'un média, effectivement, doit montrer le chemin, doit alimenter le débat pour que les politiques puissent éventuellement légiférer s'il y a matière à légiférer, et aider aussi la construction du citoyen, et aider chacun individuellement, chaque lecteur du journal à faire sienne ces bonnes pratiques qui consistent par exemple à respecter autrui même si on est dans un univers virtuel, et d'imaginer que si pour soi on ne voit pas de charge affective suffisante pour qu'un sévice infligé par exemple à un avatar vous inflige de la peine, c'est pas nécessairement le cas d'autrui, et il faut comprendre ça, et il faut avoir des utilisateurs qui prennent conscience que leurs gestes, y compris dans des univers virtuels, peuvent avoir des conséquences réelles. On a un rôle à jouer là-dedans, et moi je peux pas être plus d'accord avec quelqu'un qu'avec toi là aujourd'hui quand tu me dis ça, quoi. Oui, c'est comme le harcèlement sur Instagram où les gens qui ne comprennent pas te disent t'as qu'à te déconnecter d'Instagram si tu es harcelé sur Instagram. Mais en fait, ils ne comprennent pas qu'on a déjà une double vie digitale sur les réseaux sociaux, et que notre vie sur les réseaux sociaux compte et fait partie d'une construction de nous-mêmes. Et puis globalement, on a quand même envie les uns les autres de pouvoir vivre comme on veut et de ne pas faire des choses pour ne pas être embêté, mais de faire des choses pour pouvoir s'épanouir. Mais alors tu parlais effectivement d'éducation, et nous, depuis qu'on est dans le Web3, on mesure l'étendue de l'ignorance digitale des gens, parce qu'en fait, il n'y a qu'à voir même sur les emails, le nombre de gens qui encore tous les jours cliquent sur des liens malveillants. La cybersécurité de base. C'est la base, enfin c'est le phishing, le fameux phishing par mail, et c'est aussi pour ça que dans le Web3, ils n'utilisent plus
les emails. On utilise le wallet, on utilise Discord, Twitter, mais il faut aller chercher l'information. Elle ne viendra plus à vous parce que maintenant c'est trop dangereux finalement de recevoir un mail, de cliquer sur un lien. Oui, mais même sur Twitter, même sur Discord, tu peux recevoir des liens. Et même sur Discord, il y a des liens malveillants. Faut faire attention. Et donc là aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de travail pour les médias d'accompagner les gens pour ne pas justement qu'il y ait une fracture numérique trop grande, qui existe déjà terriblement, et le Web3 allant très très vite. Je trouve que avec 20 000, tu poses déjà la première pierre à l'édifice de l'adoption. De l'accompagnement à l'adoption. Alors tu parlais d'onboarding, j'aime bien ce mot-là. Onboarding, c'est un mot qui est utilisé partout dans le Web3, c'est amener les gens qui n'y sont pas dans le Web3. Dans l'avion. On les bienvenue à bord. Alors dans ce onboarding, comment tu vois l'adoption massive de ces technologies Web3, toi qui es à l'avant-garde de ça? Par la disparition complète du Web3. Du Web2 Non, du Web3, le Web2, je m'y intéresse plus beaucoup, mais par la disparition consciente, en fait, je pense que ce qui va faire que ces usages vont être adoptés massivement, c'est qu'on oubliera qu'on a ce sous-jacent technologique. Et moi, ce que j'imagine aujourd'hui et ce sur quoi je travaille, c'est sur un numéro qui soit tellement tourné sur les usages qu'un lecteur puisse le refermer en se disant super ce numéro sur le futur ou sur l'innovation, voire même sur le présent, mais ne se disent pas un numéro sur le Web3, encore ce terme. En fait, qu'on oublie c'est pas un veau d'or, ou c'en est un peut-être, le NFT par exemple, on a l'impression que ça nous détourne de ce qui est réellement l'usage derrière. Au final, on s'en moque un petit peu de la technologie. Nous, ça nous a permis de structurer notre pensée et de nous dire grâce aux possibilités offertes par le NFT, on peut faire ceci, on peut faire cela. Mais moi, ce que je vends, par exemple, c'est la participation à un projet. Mes parents qui, à la base, n'avaient aucun appétit pour le Web3, comprennent parfaitement le projet. Et les enjeux. Et pour autant, ils n'ont aucun NFT. Alors on sent les repas de famille où tu as dû trimer finalement. Effectivement, mais c'est ça l'onboarding réussi, c'est quand on oublie qu'on est dans cet univers-là. Moi, je pense que il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi et surtout qui agissent, et c'est encore plus intéressant, qui agissent pour que on ne se rende pas nécessairement compte qu'on bascule dans un univers technologique différent, encore un peu expérimental, mais qu'on ait des usages classiques, de l'utilisation de cartes bleues, par exemple, avec du ramping, des actifs numériques qui viennent et des couches logicielles qui donnent l'impression qu'on est simplement dans un univers applicatif assez classique, mais derrière tout ça, l'espèce de colonne vertébrale, elle est sans doute sous forme de blockchain. Alors le ramping, c'est le on-ramp, donc c'est passer du monde fiat au monde crypto, donc des euros au monde crypto, effectivement. Désolé pour... j'ai essayé quand même de ne pas en utiliser trop. Tu vois, je fais le glossaire en ligne. Mais ça, tu aurais pu le faire de manière... Figure-toi qu'on dit, moi aussi je pense comme toi, et avec Claudia, on se dit souvent aux gens qui nous disaient les NFT, comment les gens vont adopter les NFT, mais on leur dit, mais quand le billet de train, votre billet de train qui est déjà un QR code, sera un NFT automatiquement sur votre wallet smartphone et vous ne l'aurez même pas réalisé. Et qu'il faudrait peut-être payer en crypto-monnaie. Mais oui. On va parler pas mal de ticketing nous pendant l'été, notamment sur ça c'est grand sujet du moment, ticketing. Minto Carré, bien sûr, on essaie de rebondir sur les sujets et voilà, on essaie d'être dans l'actu quand elle se passe et les perspectives d'adoption sont énormes, évidemment. Hier j'ai lu qu'un grand artiste américain, un chanteur, va remplir un stade avec un ticketing Web3, un ticketing blockchain. D'accord. Alors, je ne sais plus lequel, mais bon, je pense qu'à mon avis, tous les jours maintenant, ça va arriver. On parlait de l'actualité, le Stade de France, on l'a tous en tête. Peut-être que vous pouvez expliquer à nos auditeurs les enjeux du NFT sur l'industrie du ticketing. Je ne suis pas le mieux placé pour les expliquer, mais on sait, nous, retour du journaliste un peu généraliste. Actualité récente, billetterie incontrôlée pour la finale de la Ligue des Champions, Stade de France, dérapages divers et variés. Voilà. Techniquement, le billet papier imprimé, quand bien même il a été acheté numériquement avec un QR code, scanné de manière aléatoire par des gens débordés et dans des situations de stress extrême, on se rend compte que ça ne fonctionne pas de manière optimale. Toutes les jauges et toutes les applications concrètes des tickets ne se font pas dans des conditions aussi stressantes qu'une finale de Ligue des Champions pour le personnel qui a à les contrôler. N'empêche que la blockchain apporte à la fois des solutions qui, si j'ai bien compris, ne sont pas très coûteuses, qui permettent de faire beaucoup de choses, y compris d'ailleurs de rendre le ticket en lui-même beaucoup plus joli, parce que c'est pareil, cette espèce d'impression un peu fadasse avec un QR code en bas, on n'a pas envie de le garder, alors que l'événement en lui-même,
très souvent on a envie on y associe des souvenirs. Une boîte à chaussures avec les tickets. J'y avais pas pensé à ça. L'objet collector où avant les tickets étaient beaux tout en couleur sur un papier brillant. Je me souviens de ça. Et on gardait le ticket du concert d'Elton John, on mettait ça sous. Et puis là, on sait quand même qu'on est dans un contexte global de CV 3.0, au sens très très large, mais ça a aussi une valeur de pouvoir dire j'étais à tel endroit, à tel moment. On a tous déjà menti là-dessus. On a tous déjà dit mais oui si j'y étais. Mais j'étais au PSG en 97 quand ils en 97 ça allait, mais quand ils enchaînaient les défaites. Ici j'allais au stade. On pourra montrer et ton wallet. Tu pourrais même le mettre en profil picture peut-être. Bien sûr. Qu'il affiche son wallet sur OpenSea et là on pourra voir s'il avait vraiment le NFT ticketing de la finale. Et ce qu'offre le Web3 en termes de construction de l'identité, moi je trouve ça assez passionnant. Et là on a un exemple qui est peut-être assez anecdotique, mais on peut le tirer un petit peu plus loin. Imaginez aussi pour un artiste qui a des niveaux de considération un peu différentes en fonction de l'ancienneté du soutien. Moi je sais que quand je vous disais tout à l'heure qu'on envoyait, je suis pas un artiste, mais qu'on donnait des NFT aux gens qui par exemple ont assisté on a fait des pop-up, on a fait des pop, donc des petits NFT qui prouve qu'un certain nombre de personnes étaient là à un événement. On l'a fait pour notre tout premier Twitch, parce qu'il fallait une forme de folie pour venir assister à ce Twitch qui était un peu un carnage du point de vue technologique, mais qui nous a bien fait marrer. On ne sait jamais si ce projet il vit pendant des années. Je serais ravi dans quelques années de dire je ne réunis que les personnes qui ont ce pop-up-là. Ils étaient à 100, ils étaient à cet événement avec nous. Eh bien les gars, c'est grâce à vous, enfin les gars et les filles évidemment, c'est grâce à vous qu'on a pu monter tout ça. On va bientôt recevoir l'équipe de POAP, P-O-A-P, qui veut dire Proof of Attendance, et qui est un NFT qui prouve qu'on a assisté à un événement, alors soit physique, soit virtuel. Et on scanne un QR code et on a un POAP, un NFT POAP. Et la start-up Billy. Billy qui fait du ticketing et qui va venir aussi chez nous à Minto Carré, et avec qui j'ai eu la chance c'est Étienne je crois, avec qui j'ai eu la chance d'échanger un tout petit peu chez Creatis. Donc voilà. Mais en tout cas c'est vrai que quand tu parles avec les gens, ils associent le NFT au singe ou au cheval, enfin peu importe. Oui, les collectibles, les figures, peu importe les imagettes là, et quand tu les amènes sur mais ça, tu peux faire des tas de choses avec ça, et alors là les gens découvrent le champ des possibles. Et ça c'est quand même fascinant de partir d'une croyance qui est hyper limitante et d'ouvrir les chakras des gens. Je suis d'accord. Voilà. Et donc ça aussi c'est notre rôle là. Remplissez bien. Sur le onboarding, j'ai une dernière question pour toi, Laurent, parce que ça passe vite. On arrive presque à la fin. T'as encore des questions, moi aussi. Sur le onboarding, à ton avis, alors voilà, boule de cristal selon toi, l'adoption massive, c'est dans l'année prochaine ou c'est vraiment dans 5 ans, 8 ans? Non, c'est pas dans 5 ans, 8 ans, je pense pas. Je pense que ça va aller assez vite. Je pense que quand on aura réglé ce problème de l'hypermédiatisation du terme NFT, moi je pense qu'on s'est tiré une balle dans le pied, nous collectivement, parce qu'on a tous un peu joué le même jeu. On a misé sur la carte NFT parce que ça apportait une nouveauté, qu'elle est très simple à comprendre, mais on a mis la technologie devant et l'usage derrière. Et on va remettre les choses dans le bon ordre, on va mettre l'usage devant, et puis s'il y a quelqu'un qui nous demande ce que c'est, on dira oui c'est un NFT. Sorare a tout compris. Sorare, les gens ils achètent des cartes de foot. Au début, je pense que les gens étaient très orientés sur l'Ether, qui était la monnaie qui utilisait réellement derrière tout ça, mais on peut aussi acheter avec sa carte bleue et tout paramétrer en euros, avec la volatilité de l'euro qui n'est pas neutre, on le voit tous, mais de l'Ether. Mais qui reste bien plus faible que celle de l'Ether sur ces derniers mois. Les gens sont nombreux, en tout cas dans mon entourage, à avoir rebasculé leur comptabilité mentale en euros. Donc ils sont en train, eux, de basculer, c'est-à-dire qu'ils ont un service qui est fondamentalement pour moi un service Web3, mais qui sont en train d'utiliser comme un service classique de jeux vidéo en ligne, ou de jeux en ligne, ou de jeux fantasy foot en ligne. Donc typiquement, pour moi, c'est ce qui peut se passer à droite à gauche, et ça va aller assez vite.
vite, j'en suis convaincu. C'est pour ça que moi, je ne veux pas perdre de temps sur notre accompagnement, parce que les décisions qui ne sont pas prises aujourd'hui, elles seront prises par les entreprises. Si collectivement, on ne profite pas de cet espace où le Crypto Winter, c'est une opportunité fabuleuse pour le débat public. Il y a beaucoup moins de projets farfelus, la baisse des cours favorise ce moment où on peut revoir des projets un peu solides, construire avec les personnes qui veulent être là pour durer, pas uniquement faire un coup d'aubaine et repartir avec de l'argent, et qu'on puisse se dire oui, ces usages-là vont se généraliser, mais par exemple les plateformes émergentes, parce qu'il y aura forcément toujours cette courbe de distribution qui fait que certaines plateformes vont capter une grosse partie des usages, et ces plateformes-là, on peut collectivement, si on leur impose, leur demander, pas forcément par la loi, mais par notre pouvoir de consommateur, une répartition assez vertueuse et une relation assez vertueuse avec leur communauté. C'est le grand naïf que je suis qui vous parle, mais en tout cas, j'ai pas de boule de cristal, mais j'ai le moral. Ouais, mais tu es le moral en acier. Ouais. Tu es le troisième d'affilée, troisième invité d'affilée, qui, à la fin du podcast, révèle sa nature altruiste. Et nous, on aime bien ça, parce que nous sommes des altruistes. Oui, mais on se fait traiter, moi aussi, je me fais traiter d'utopiste, en disant les gens récupèrent du pouvoir avec ce Web3, avec la blockchain, on récupère la souveraineté sur notre argent, sur nos actifs digitaux, sur nos datas, et les gens nous traitent d'utopistes. Mais c'est pas grave, on est utopiste, on y croit toujours. Et je pense que la technologie est là vraiment très au point pour que les gens s'emparent de tout ça. Et nous aussi, on fait de ce podcast pour dire aux gens, mais emparez-vous de ces outils. Sinon, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et dernière chose sur NFT, alors moi je pense que le mot NFT restera, tout comme le mot Internet est resté. Qui se souvient que Internet, ça veut dire interconnexion de network? Personne. Et NFT, personne ne se souviendra que ça veut dire non-fungible token, qui est juste une définition épouvantable à mon avis. Mais NFT, je trouve ça charmant. Il ne peut pas dire le contraire, on s'appelle NFT business. Et puis on s'appelle NFT business. On va se tirer une balle dans le pied. Moi j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as eu du feedback de tes lecteurs quand c'est sorti? Est-ce que tu as pu mesurer ça, sentir? Je m'attendais à en avoir beaucoup. Je m'attendais à avoir beaucoup de mails, alors pas adressés à moi, mais adressés à la rédaction, pour dire qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. On est entre deux tours d'élections, vous nous faites 24 pages sur le Web3, vous n'avez pas autre chose à faire. Je les ai pas eu. Ça ne veut pas dire que les gens ne l'ont pas pensé, ça veut peut-être dire qu'ils étaient tellement outrés qu'ils n'ont pas envoyé le mail. Mais en règle générale, on nous dit quand même quand ça va pas. En revanche, moi je suis allé faire la distribution le jeudi matin. Modestement, et j'ai pas, à la sortie, toute proportion gardée, du métro. C'est un boulot très dur, la distribution. Moi, je l'ai fait une fois, voilà, mais ça m'a permis de voir aussi un certain nombre de réactions en direct de personnes qui le lisaient sur place, à côté, et tout n'était pas angélique. Ce n'était pas que des réponses mais c'est merveilleux, merci 20 minutes. Il y a eu beaucoup de merci. Il y a eu beaucoup de merci, parce que je pense que voilà, on apprend des choses aux gens et ça c'est chouette. Il y a eu beaucoup de retours positifs sur l'aspect visuel du magazine qui est engageant. Et il y a eu aussi quelques retours, dans les retours négatifs que j'ai eus, et des retours sur la densité du magazine. 24 pages sur un sujet, quand on n'a rien demandé, parce que je rappelle que c'est des gens qui n'avaient rien demandé, ils pensaient avoir 20 minutes, et nous on les a pris par surprise, on leur donne 20 minutes à la place. D'accord. Et c'est beaucoup. Donc il faut tirer les leçons de ça, et d'ailleurs dans quelques minutes j'aurai mon débrief avec la communauté sur Discord, et on parlera de tout ça pour voir comment on fait mieux là-dessus sur le prochain numéro. C'est plutôt encourageant de se dire qu'il y a des grosses marges de progression sur le rendu. Ça n'enlève rien au plaisir que j'ai pu avoir de voir ce numéro sortir à 800 000 exemplaires quand on s'est battu pendant quelques mois avec la direction de 20 minutes, avec la direction de la rédaction de 20 minutes pour sortir un projet comme celui-ci. Le voir dans la rue, c'est une satisfaction incroyable. Et tu as bossé comme un dingue. Collectivement, que vous avez bossé comme des dingues. En tout cas, on termine sur cette note positive. C'était super, vraiment passionnant. Encore plein de questions, mais on se reverra. Alors, 20 minutes, on le retrouve sur le web, sur 20minutes.fr. Je mettrai le lien. Ou sur 20minutes.xyz. Ou 20minutes.xyz, le point XYZ, l'extension XYZ, typique du Web3, très utilisé par la sphère NFT. Exactement. Voilà. Je mettrai ton profil LinkedIn aussi. Avec plaisir. Et voilà, on s'arrêtera là. Je vais pas mettre ton adresse postale et ton 06. Ça y est, maintenant, quand je vous entendrai, ça sera dans mon enceinte. Voilà, exactement. Il faut qu'on se revoie. Exactement. Merci pour ton temps et ta confiance, en tout cas. C'était super. Merci à vous deux. Bientôt. Bonne écoute à tous. Bonne journée.